Bonjour à tous, ravie d'être présente aujourd'hui pour mon premier PrestaShop Day. En fait, c'est notre premier PrestaShop Day à tous les trois. Et puis, ravie d'animer cette table ronde autour des innovations RSE qui boostent le e-commerce. Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va parler des initiatives solidaires et axées autour de l'économie circulaire qui permettent à un site de booster son business. Donc je suis ravie aujourd'hui d'avoir à mes côtés pour parler de ce sujet Tanguy Frécon, cofondateur et CEO de Leezy, un logiciel en SaaS qui permet à un marchand de proposer la réutilisation de son produit sous différentes formes, par exemple l'abonnement, la location, la seconde main. On va détailler ça un petit peu après. Et également Frédéric Chouda, qui est cofondateur de Marjorie, un agrégateur de services qui permet d'accélérer la mise en place d'une marketplace. Merci Tanguy et Frédéric d'être ici aujourd'hui. Ça fait plaisir de se voir en physique et de parler de ces sujets. Merci. Voilà. Et pour nous aussi, un vrai bonheur de retrouver un peu de physique après ces quelques mois de passé. Carrément. Et donc, pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, la première question que je souhaitais vous poser, c'était est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et les enjeux RSE liés à cette activité, avec les points, les chiffres importants qui peuvent illustrer pour toutes les personnes qui nous écoutent vraiment la valeur ajoutée à laquelle on s'attaque avec vos entreprises à mission et qui permettent de répondre à ces enjeux. Bonjour à tous, donc, je m'appelle effectivement Tanguy Frécon, je suis le cofondateur de Leezy. Leezy, pour vous resituer un petit peu l'entreprise, donc on est une jeune start-up, on a 3 ans. On aide les marques, les enseignes, les distributeurs à se lancer dans la réutilisation de leurs produits via des services de location, d'abonnement locatif ou de vente de seconde main. Donc notre objectif, c'est d'augmenter la durée de vie des produits, à terme de faire réduire la production, parce que de toute façon c'est la seule manière un petit peu de réduire l'impact du retail, qui est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et les enjeux aujourd'hui de tous nos clients, les enjeux majeurs, il y en a 2, c'est de réussir à réconcilier les enjeux business avec les enjeux donc RSE et notamment de développement durable. On voyait encore, déjà il y a un cadre réglementaire qui se resserre un petit peu sur les retailers aujourd'hui. Il y a la loi AGEC qui arrive, qui sera effective à partir du 31 décembre, qui interdira les commerçants en ligne et en physique de détruire des produits invendus dans le textile. Donc ça, c'est je trouve une très bonne nouvelle. Et évidemment, l'étau se resserre. On voit également des responsables RSE qui vivaient un petit peu dans leur coin, dans les grands groupes. Il y en avait, ils étaient à droite, à gauche. Finalement, on ne les voyait pas trop. Ils étaient là parce qu'il fallait quelqu'un qui gérait la RSE, mais il était un petit peu isolé. Aujourd'hui, de plus en plus, on les voit rattachés aux directions de l'innovation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On lie RSE et innovation. Et de plus en plus, ils sont au board. Donc aussi, c'est un super signal. Donc les entreprises veulent y aller. Le consommateur, il y a cette étude l'année dernière qui est sortie de KPMG et de la FEVAD, The Green Deal, qui expliquait que 71% des consommateurs privilégiaient les sites marchands qui poussaient une démarche éco-responsable. Donc le consommateur est en train de driver ce changement, et pour le meilleur, je pense. Les marques, elles aussi, doivent se transformer et mettre la RSE au centre de la table. Donc il y a plein de petites choses qui montrent que on va de plus en plus vers cette volonté de faire du durable, d'avoir des externalités positives sur le social. Donc c'est chouette. Après, donc, les enjeux business et RSE, il y a d'autres sujets quand on vient nous voir. C'est que aujourd'hui, donc, toujours indirectement lié au business, c'est qu'aujourd'hui, on a des stocks de produits revendus qu'on doit devoir liquider. Et pour les liquider, on peut les liquider via la location ou l'abonnement ou la seconde main. C'est mieux que les brader, finalement, que de détruire vos marges. Ça permet d'aller cibler des consommateurs aujourd'hui qui privilégient l'usage à la possession, qui aujourd'hui achètent sur Vinted, qui achètent sur Le Bon Coin, sur Vestiaire Collective. Tous ces jeunes aujourd'hui, les marques veulent reprendre la main sur ces gens-là, de driver du trafic en point de vente. Je sais qu'on parle beaucoup chez PrestaShop d'omnicanal. C'est important d'avoir un e-commerce, donc évidemment circulaire, mais omnicanal également, où le point de vente a son rôle à jouer, notamment en lieu de retrait.
des commandes pour aller faire de l'upsell et puis ramener ses nouveaux clients dans les magasins. Donc, enjeu, pour synthétiser, allier vraiment durabilité et profitabilité, on va dire que c'est l'enjeu majeur que l'on peut voir chez Lizzy. Bon, bonjour à tous. Donc, du coup, nous, de notre côté, c'est vrai qu'on a un prisme sur les responsabilités RSE par l'angle qu'amènent les marketplaces sur les sujets de responsabilité sociale de l'entreprise, avec différents cas d'usage. Et ce que je vous propose, c'était de projeter sur les marketplaces dans d'autres cas d'usage que celles que l'on connaît classiquement. Quand on pense marketplace, on pense souvent aux marketplaces retail, B2C, des Amazon, des Leroy Merlin, des La Redoute qui se sont lancés. Mais il y a aussi beaucoup de sujets. Quand on se remet sur l'étymologie d'une marketplace, c'est la mise en relation. Et c'est mettre en valeur la mise en relation que l'on fait entre un vendeur et un acheteur. Et ça, c'est quelque chose de très vertueux par nature. C'est-à-dire qu'on a vécu, années 90, la désintermédiation, les acteurs de marques qui lançaient des sites e-commerce pour détruire la valeur sur des distributeurs. Et là, maintenant, on voit apparaître au final un sujet qui est la remédiation, qui est remettre de la vertu à la mise en relation que l'on a entre différentes personnes. Et une fois qu'on dit ça, on a un alignement qui est très fort, en fait, dans le modèle économique qu'une entreprise va avoir et la façon dont elle le met en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui permet à une entreprise d'incarner vraiment le positionnement qu'elle a vis-à-vis de son écosystème. Et là, on touche complètement le sujet du RSE avec la chaîne de valeur de l'entreprise, la chaîne de valeur qu'elle a au final vis-à-vis de ses fournisseurs, qui deviennent peut-être des offreurs dans certains cas, ou d'autres sujets, et la légitimité qu'elle a vis-à-vis de ses clients et de son audience légitime. Cette ouverture, c'était aussi pour vous faire sentir que le sujet des marketplaces et des plateformes, il est dans le retail, mais il est dans beaucoup d'autres sujets qui sont en train de sortir et qui ont besoin de s'inspirer de la puissance et de l'expertise qui est aujourd'hui présente dans le retail. Dans les exemples qu'on pourra parler, le sujet du RSE, c'est un vrai sujet pour les entreprises de positionner leur entreprise vis-à-vis de leur réseau de fournisseurs, d'assurer leur responsabilité sociale sur cette chaîne de valeur, d'assurer leur externalité positive que tu recitais tout à l'heure sur la façon dont elles sont capables de maintenir l'emploi, de développer l'emploi et l'activité sur ces sujets. Et les éléments de plateforme et de marketplace sont des éléments en fait transformants pour les entreprises. Ça change la façon dont elles exécutent, ça change le profil financier des entreprises. On ne reconnaît plus simplement le chiffre d'affaires de la vente, on reconnaît uniquement le chiffre d'affaires de la commission. Et du coup, ça fait des éléments qui impactent profondément l'entreprise et la façon dont elle est positionnée sur son écosystème. Voilà sur les quelques mots un peu d'ouverture pour nous. Et donc Marjorie, dans ce cadre-là, nous on est un integration platform dédié pour les marketplaces et les plateformes. Dans ces projets, en fait, il y a à la fois des sujets de change qui sont hyper importants, avec du coup des éducations et des changements dans les équipes financières, dans les équipes de procurement, dans les équipes digitales, dans les équipes opérationnelles sous-jacentes, et beaucoup de services qui ont vocation à être ajoutés pour augmenter la valeur que ces acteurs opérateurs vont avoir auprès de leurs marchands. Parce qu'à la fin, dans la proposition de valeur que les opérateurs ont, c'est quelles sont les propositions de valeur qu'elles sont capables de proposer pour se différencier vis-à-vis des autres opérateurs. Nous, notre conviction, c'est que l'avenir de l'e-commerce, pour une grande partie, va être pour les marchands d'être exposés dans différentes plateformes, ou alors parfois de construire leur propre marketplace pour étendre leur profondeur de gamme ou leur profondeur de produits, assez classiquement. Et ça, du coup, c'est des sujets que vous pourrez évoquer cet après-midi. Il y a une conférence avec Origami, Octopia, notamment en début d'après-midi, qui évoquera ces enjeux de transformation sur le retail. Donc là, on va rester sur le côté RSE et vertu. Super, merci beaucoup. C'est très clair. Donc effectivement, la marketplace et la réutilisation du produit, voilà, c'est vraiment des outils clés pour entamer ce virage. La deuxième question que je voulais vous poser aussi, c'est le e-commerce, donc c'est difficile. C'est des boutiques qui sont ouvertes 24/24, 7 jours sur 7. Si je suis une partie prenante de l'écosystème, un marchand, une agence, un développeur, finalement, c'est quoi les facteurs clés de succès si je veux entamer ce virage et quels sont les facteurs clés de succès de ma stratégie et est-ce que finalement ils sont différents versus une stratégie e-commerce non engagée voilà, quelles sont un peu les recommandations que vous feriez? Alors le e-commerce, c'est effectivement difficile. Le re-commerce, c'est encore plus compliqué. Déjà, on part avec un boulet. Mais je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, en tout cas des
des tips qu'on peut voir chez nos différents clients. Aujourd'hui, on a des clients comme Decathlon qui fait louer un certain nombre de ses produits, de la tente jusqu'au banc de musculation par abonnement. On loue des robes de soirée avec Mage, on loue des valises avec Delsey, des vêtements pour femmes enceintes avec Kiabi. On peut tout louer, mais on ne peut pas faire du e-commerce comme on fait du e-commerce. C'est très différent, il y a plein de petites choses qui sont différentes. On ne gère pas le stock de la même manière. Un produit est unique, même une robe Kiabi à 20 € va avoir un identifiant unique, donc il faut savoir le gérer. Il faut savoir gérer le parcours client qui est complètement différent, le paiement qui est complètement différent. Il faut savoir gérer plein de petites choses qui font que c'est compliqué. Il y a 3 choses, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être un conseil, c'est que l'expertise du e-commerce, donc du business model circulaire de location ou de vente de seconde main, qui va permettre donc la réutilisation des produits, elle est très peu présente sur le marché. C'est quelque chose de relativement nouveau. C'est né, on va dire, en tout cas, on voit quand même les balbutiements, c'était il y a 5 ans, donc ça reste quand même très nouveau. Donc il faut se faire accompagner d'entreprises, de boîtes de conseil spécialisées sur ces sujets. Allez voir les sachants, n'ayez pas peur d'aller les solliciter, ils sont là pour ça. Évidemment, nous aussi, on est là pour aider les marques, les aider à se transformer, à intégrer ces nouveaux modèles économiques dans leurs affaires. Il y a ensuite un changement aussi de mentalité à opérer. Aujourd'hui, vous vendez probablement tous des produits. La location notamment, ce n'est que du service. Donc il y a un vrai pivot à opérer. Le produit a beaucoup moins d'importance en seconde main ou en abonnement ou en location que lorsqu'on l'achète neuf. On vient chercher une fonctionnalité. Chez Kiabi, la femme enceinte vient chercher vraiment une fonctionnalité des vêtements qu'elle va porter pendant 3, 4, 5 mois, peut-être plus, mais dont finalement elle ne voudra pas garder. Donc elle vient vraiment chercher une fonction. Et la troisième chose, ça rejoint un petit peu la première, c'est techniquement, vous êtes tous équipés de super solutions e-commerce, j'espère PrestaShop qui est de loin la meilleure. Et c'est une solution qui nativement a été conçue pour faire de la vente et pas de la vente de seconde main ou de la location. Et encore une fois, c'est différent. Donc faites-vous accompagner. Sur la logistique, c'est encore plus compliqué parce que vous avez sûrement soit des entrepôts à vous ou des partenaires type 3PL capables de gérer des stocks pour vous, d'expédier des marchandises, gérer des retours, mais des reconditionnements, remettre à neuf des produits, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Il y a des solutions sur le marché, n'hésitez pas à les solliciter. Encore une fois, ils sont là pour ça. La réutilisation des produits, c'est vraiment une innovation de rupture, dans le sens où ce n'est pas instinctif de dire hier je fabriquais des produits pour les vendre, aujourd'hui je vais en fabriquer moins pour les louer ou les faire réutiliser. Donc potentiellement je peux me dire ouais mais en fait je vais perdre de l'argent. Donc c'est assez contre-intuitif en tout cas. Donc il faut infuser ça aussi à tous les niveaux de l'entreprise, que vous soyez directeur général ou même piqueur en entrepôt. N'hésitez pas à faire infuser comme un sachet de thé, j'aime bien cette métaphore de Maud Bailly, faites infuser le change au sein de votre organisation parce que ce projet RSE d'économie circulaire doit être infusé à l'ensemble des équipes pour qu'elles puissent comprendre et s'en imprégner et amener le projet au succès. Complètement en phase sur ces derniers points. C'est vrai que les projets RSE, ça a besoin d'être incarné au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à ce que les gens qui sont en charge de l'opérationnel, de la mise en œuvre, portent complètement la conviction pour l'entreprise. Sinon, ça crée des dissonances qui vont très vite se voir, en fait. Ça crée des dissonances dans la façon dont on parle aux parties prenantes, dont on parle aux clients, dont on parle aux fournisseurs. Et c'est quelque chose qui nécessite vraiment un changement profond. Un exemple pour ça, sur ces sujets, c'est, je pense à différents points, mais notamment des grandes marques qui ont transformé leurs équipes de procurement en plateforme marketplace pour justement créer de la valeur et aider leurs franchisés au final à mieux sourcer. Et le changement de comportement de ce projet-là, il est très profond. On change d'une structure de procurement qui a un objectif d'économie à une structure qui doit mettre en avant un réseau de partenaires pour que les franchisés vendent mieux. Donc on n'est pas en train d'avoir une pression sur les prix, on est en train de vouloir maximiser la valeur qui va pouvoir être mise à disposition. Et c'est des sujets du coup qui se voient aussi dans le PNL fondamentaux de ces équipes-là. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui avant portaient un PNL au final de revenus, qui vont parfois arriver à des PNL de marge, d'EBIT, mais avec du coup des objectifs complètement différents. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut prendre en compte, qui ont besoin d'être portés en fait au plus haut niveau et déclinés vraiment de façon opérationnelle dans la mise en œuvre des projets.
D'autres sujets que je trouve intéressants dans les facteurs clés de succès, ma conviction, c'est que les entreprises, surtout dans la partie économie circulaire, connaissent très bien en fait leur réseau. Ils connaissent l'aval, ils connaissent l'amont. Et du coup, il y a au final cette connaissance de l'écosystème, de ses partenaires qui sont au final déjà partie prenante. L'enjeu maintenant pour cet acteur de marque ou cet opérateur, c'est d'être capable d'animer au final ce réseau-là. Et donc là, on est sur des choses assez classiques d'animation d'écosystème. C'est-à-dire d'être capable qu'un écosystème, c'est un élément vertueux sur lequel différentes communautés travaillent de façon assez séparée peut-être, mais pour avoir un écosystème qui vive ensemble de façon cohérente. Donc il y a un vrai travail de la part de la marque de bien comprendre ces différentes communautés qu'elle a autour d'elle pour faire en sorte que l'écosystème dans son ensemble soit vertueux, puisse fonctionner et être ce facilitateur et cet intermédiaire pour créer au final cette économie circulaire. Une fois qu'on dit ça, on est du coup sur un enjeu financier d'écosystème. C'est-à-dire que on est sur un sujet de frugalité très concrètement. On a besoin que l'écosystème fonctionne, qu'il n'y ait pas des coûts complémentaires qui soient mis en œuvre pour être capable que, au final, cela circule, au sens premier du terme, entre les différentes parties prenantes. Et donc là, il y a des vrais sujets qui sont intéressants à voir quand on remet cette fois-ci le RSE au niveau du board et d'un point de vue financier. Ce type de projet, comment est-ce qu'on le considère dans l'entreprise? Est-ce que c'est un sujet de coût ou est-ce que ça peut être un sujet de business? Et là, il y a des sujets qui sont assez compliqués dans certaines organisations, avec des projets qui parfois démarrent sur des enjeux RSE avec une vraie vision de solidarité sociale, et qui parfois après deviennent des objectifs business forts, qui peuvent être spin-offés. Là, on a des sujets potentiels avec certains acteurs auxquels on voit ce type de difficultés. L'enjeu, c'est qu'il y a un changement de posture à ce moment-là pour la marque. Et elle a intérêt d'être très forte dans la façon dont elle met en œuvre et dont elle parle à son écosystème pour ne pas créer de dissonance, pour s'assurer que la valeur qu'elle souhaite amener soit maintenue et soit perdurée. Un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est les marketplaces multilocales qu'on voit dans les collectivités. Ça, c'est un enjeu que je trouve assez intéressant, dans le sens où aujourd'hui, quand on pense sur ces économies circulaires, on pense beaucoup à des grands noms qui structurent au final leur écosystème, qui structurent un marché en fonctionnement. Ma conviction, c'est aussi qu'on a des sujets sur de plus en plus petits modes de fonctionnement. Des économies de ville avec du coup des marchands, avec des artisans entre eux. Et ça, c'est un sujet sur lequel il y a un développement de marché qui est colossal. On parle du coup d'une économie B2B, entreprise, multilocale, avec là cette fois-ci un vrai sujet d'économie circulaire aussi. Et là, on voit des marketplaces de services B2B local qui commencent à arriver, avec aussi des sujets de monnaie virtuelle, de monnaie locale qui apparaissent et qui sont des enjeux là cette fois-ci de résilience, de territoire, qui sont aussi pris en compte par des collectivités et par des objectifs politiques sous-jacents. Donc c'était par rapport à cette question sur les indicateurs à suivre, il faut vraiment les mettre par rapport aux objectifs profonds qui sont derrière et par rapport à la façon dont l'écosystème fonctionne sur ce solidaire. Merci. Ce que je retiens en tout cas de vos deux interventions, c'est vision long terme, parce que l'intégration de la stratégie RSE dans la stratégie globale, et donc portée par la direction, parce que nécessité de mise en place de nouveaux process et aussi de visions différentes du PNL, et donc forcément intégration dans une vision long terme. Et du coup, ça me permet de faire la transition vers la vision. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a plutôt une prime au vice, c'est-à-dire oui, c'est plus facile d'utiliser un produit une fois, c'est plus facile de distribuer en direct pour préserver sa marge, même si, voilà, évidemment, on est tous convaincus ici qu'il faut penser différemment. Quelles sont pour vous les évolutions majeures qui vont arriver sur vos secteurs respectifs? Quelles vont être les évolutions majeures? Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans le e-commerce? Et pourquoi aussi il faut que ça change en fait? Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que c'est effectivement la guerre va se gagner en quelques années. Je pense que c'est effectivement une stratégie long terme. Mais il y a plein de petites batailles à actionner dès maintenant, parce que c'est un chantier qui est tellement colossal qu'il faut l'activer dès maintenant au sein des entreprises, à tous les niveaux. Ça passe du petit geste du quotidien tout bête, mais qui, en fait, ramené sur plusieurs années, sur des centaines, voire des milliers de personnes, commence à avoir un réel impact. Donc
Donc c'est plein de petites choses, de petites batailles qu'il faut mener, je pense, dès maintenant. Il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent, qui disent d'ici 2040, on aura 50% de nos produits qui seront faits en produits recyclés. Bon, ça me fait marrer parce que je pense qu'ils auront eu le temps de changer 8 fois de stratégie entre-temps. Donc je pense qu'il y a des choses à actionner dès maintenant et essayer de faire des choses à plutôt court terme pour voir les résultats et puis pour ne pas perdre aussi les équipes parce qu'on leur dit qu'on va faire des choses concrètes. Si elles attendent 2040, elles ne verront pas grand-chose, elles ne seront peut-être plus dans l'entreprise. Bref, il y a d'autres entreprises qui ont été doublées. Il y a Emmanuel Faber qui avait dit quelque chose d'intéressant, enfin, une phrase qui a retenu mon attention il y a quelques années, c'était, quand il était encore chez Danone, c'était « Be bold or die ». Il disait que les marques qui aujourd'hui ne prenaient pas le sujet à bras-le-corps de la RSE ne seraient plus là dans quelques années. C'est peut-être un peu extrême. Sinon, pour la question sur la vision, notre vision, c'est que tout le monde y va, le consommateur y va d'abord, donc les enseignes et les e-commerçants y vont aussi, et ça c'est la bonne nouvelle. Le marché, il est en plein boom sur la seconde main, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est un marché qui explose. On parle d'un marché qui fait 36 milliards aujourd'hui, que sur le textile, 36 milliards de dollars en volume d'affaires, qui est emmené d'ici 2025, donc 4 ans, à monter à 77 milliards. Il va 11 fois plus vite en termes de croissance que le retail standard, classique de vente. Donc le marché est là, il y a une ruée vers l'or. Tous les marchands y vont, ils doivent y aller, ils veulent y aller en tout cas. Il y a des enablers comme l'Easy qui permettent d'aller justement tester, de valider et de scaler plus tard. On a une conviction, nous, technologique, c'est que demain, sur votre PrestaShop, sur votre plateforme e-commerce, quelle qu'elle soit, vous aurez la possibilité d'engager avec les produits de 3 manières. D'acheter le produit neuf, c'est ce que vous proposez déjà, tous. Il y a un bouton acheter, vous mettez au panier, vous payez, vous récupérez le produit. Ça ne changera pas, il y a des irréductibles qui voudront toujours acheter des produits plutôt que de les réutiliser. Mais il y aura un bouton également pour essayer le produit, ou le louer, ou l'essayer avec option d'achat. Voilà, donc ça c'est l'option location. Et il y aura un troisième bouton qui permettra d'acheter le produit en seconde main s'il existe, et s'il est disponible en seconde main dans la bonne taille et la bonne couleur. Et on veut, nous, l'Easy, être la technologie derrière justement ces deux boutons, derrière ce modèle circulaire, parce que c'est juste, quand je dis notre vision, c'est une vision à court terme. Je pense que dans 5 ans, ça sera déployé sur toutes les plus grosses plateformes du marché. Et on le voit, on est en train de l'intégrer sur certaines plateformes. Et les marques veulent aller là-bas, parce que de toute façon, dans cette direction, parce que c'est juste un marché colossal. Et ça reprend un petit peu ce que je disais en introduction, allier les enjeux commerciaux de croissance avec les enjeux de réutilisation et donc de développement durable, avec, encore une fois, toutes les externalités positives. Et un dernier chiffre qui est intéressant, je lisais la semaine dernière dans une nouvelle étude, je crois, qui a été lancée par McKinsey, qui expliquait que d'ici 2030, donc dans 9 ans, un produit sur 5 sera mis à disposition des consommateurs via un business model circulaire. Ça fait réfléchir. Challenge pour les équipes PrestaShop pour développer des nouvelles fonctionnalités. Pas besoin de les développer, on est là, on s'intègre à PrestaShop. Proposer. Pour nous, c'est vrai qu'on a j'adhère à la vision et je me retrouve dans cette vision-là. Et d'une façon de le voir, c'était dans l'ADN de pourquoi on a créé Marjorie, du coup, il y a 2 ans maintenant. On a la conviction qu'une grosse partie du digital, dans les 3 à 5 ans, va être au final via des marketplaces. Et quand on dit ça, c'est de façon assez vertueuse, c'est-à-dire que les marchands ont un enjeu à être capables d'être exposés au final sur ces plateformes-là, mais aussi à créer eux-mêmes un certain nombre de stratégies de marketplace pour créer de la synergie. Créer cette synergie, c'est un début d'économie circulaire. C'est travailler avec ses pairs, c'est travailler avec ses compléments, d'autres marques qui peuvent créer des synergies ensemble. Et ça passe du coup par cette démarche sur laquelle on commence à créer en fait un écosystème cohérent pour une audience, pour un ensemble. Ces sujets-là, au final, c'est un sujet qui est déjà, qu'on pense, c'est un sujet déjà assez transformatif dans la façon dont on va être capable de toucher des clients, de générer de la fidélité. Le deuxième sujet, et ça on est totalement aligné sur ce point-là, c'est la gestion de la seconde main, mais aussi indirectement d'être capable de présenter à un utilisateur le choix. La conviction que le choix est très sain au final sur cette approche de responsabilité individuelle par rapport au choix d'un vendeur, par rapport au choix d'une typologie de produit. On pense que c'est des sujets qui sont très importants. Dans des marketplaces, là aujourd'hui, souvent pour le moment, on va acheter au nom d'une marketplace, d'une plateforme.
Là, on voit apparaître des programmes et on accompagne des marques, notamment pour mettre en place des vendeurs programmes, pour être capable de certifier, pour avoir des niveaux en fait, d'audit sur les prestations de services que les vendeurs sont capables de faire. Et notamment, les sujets RSE deviennent de plus en plus prégnants, de part aussi bien sur la partie sociale, entreprise, responsabilité, qui sont associés. Le deuxième sujet qu'on voit apparaître, nous, côté plateforme, c'est la diversité des acteurs qui vendent sur les marketplaces. Là, sur des marketplaces auxquels je pense, c'est un marketplace qu'on a cité dans le titre, Reconomia, c'est une marketplace d'économie de l'électroménager qui a été mise en place par Electrodépôt. Et au final, les vendeurs, pour comprendre le flux un peu circulaire, Electrodépôt récupère énormément de machines suite à de la vente de premiers neufs, mais par contre remet en place tout un circuit pour valoriser au final ces machines. Et ce réseau-là, il l'avait déjà. C'est des centres d'aide par le travail, c'est des petits réparateurs locaux qui retapaient ces machines-là et les remettaient en circulation. Là, la marque, du coup, a mis en place une marketplace pour permettre à tout ce réseau, au final, de son écosystème qui est déjà partie prenante, d'être visible avec un site sur PrestaShop, avec une localisation qui permet du coup à ces entreprises de vendre et du coup de toucher de nouvelles audiences. Sauf qu'on voit que ces entreprises, ce n'est pas des acteurs qui sont natifs sur la partie digitale. On parle d'entreprises, de petits réparateurs où ils sont deux, ou alors de centres d'aide par le travail qui travaillent. Donc on a besoin aussi de les toucher d'une autre façon, et l'opérateur a besoin de mettre beaucoup de services complémentaires pour les toucher, qui ne sont pas forcément des services spécifiques à ce que l'on voit classiquement dans le digital. Des notifications par SMS quand il y a une nouvelle commande, des outils de customer support un peu particuliers mis à disposition des vendeurs directement sur la plateforme. Et tout ça, c'est des sujets qui, on pense au final, sont aussi des enjeux de position de service qu'une marque amène à son écosystème pour accélérer et mieux servir au final cette économie circulaire. Merci beaucoup, super intéressant. On pourrait continuer voilà, je pourrais poser encore plein de questions. On a beaucoup parlé. L'idée aussi, c'était d'infuser, pour reprendre ta métaphore, plein d'idées et de dynamiques à mettre en place. Est-ce que vous avez des questions, en fait? Là, je vois l'heure qui tourne. L'idée, là, c'est comment dans un format très convivial. Si vous avez des questions que vous souhaitez adresser directement à Tanguy et Frédéric, la parole est à vous. Toujours la première. Vous pouvez directement lever la main et je répéterai la question pour le replay. Bon, pas de questions pour l'instant. Moi, j'ai encore plein de questions comme d'habitude. Je sais que Lizzie, au départ, avant d'être un logiciel justement permettant la réutilisation de différents produits, vous proposiez directement la réutilisation de vêtements éco-sourcés. C'est vrai qu'on sait que l'industrie de la mode, c'est, je crois, la deuxième industrie la plus polluante. On pense spontanément à cette industrie. Pour justement des parties prenantes qui sont dans d'autres secteurs, est-ce qu'il y a d'autres secteurs avec lesquels vous travaillez? À l'inverse, est-ce qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui c'est compliqué? Oui, effectivement, on était avant Lizzie depuis 2013. Entre 2013 et 2018, on louait des vêtements, enfin en éco-sourcé. On avait notre propre marque de vêtements éco-sourcés pour enfants et femmes enceintes. Et on louait par abonnement à des familles dans la région plutôt Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, Benelux. On louait des vêtements. Aujourd'hui, l'application, c'est marrant, elle est de plus en plus vaste. C'est que nous, on a une plateforme qui permet de configurer finalement pour tous les produits non périssables. On va signer cette semaine quelque chose d'assez incongru. On va louer des pièces de musée avec une marque d'orfèvrerie, une grande marque d'orfèvrerie qui va louer des pièces de musée, je ne peux pas trop en dire, mais des choses assez dingues, et qui va louer, alors sur un marché très niche, très spécifique, des pièces de musée pour les personnes qui veulent se faire plaisir le temps d'une soirée, avoir un centre de table qui a appartenu à Louis XIV. Finalement, on peut tout louer. Aujourd'hui, on loue donc aussi bien des pièces de musée que des valises, que des vêtements qui coûtent 3 € avec Kiabi, que des vêtements qui valent 400 balles chez Mage. On lance une plateforme multimarque pour un grand groupe de luxe français à la fin de l'année. On loue du matériel médical de rééducation pour les sportifs.
on lance avec Cultura la location par abonnement d'instruments de musique pour les enfants. Ouais. Tu peux tout louer, même du matériel de bricolage bientôt aussi. Donc on va créer une outil tech dans Paris où vous pourrez aller chercher tous les outils dont vous avez besoin pour aller faire un petit peu de bricolage chez vous, récupérer du conseil et acheter des consommables. Donc finalement, le business case il est de plus en plus large et on l'a vu, enfin, le product as a service, donc l'accès à des produits d'une manière un peu différente que l'achat simple, on l'a vu dans la mobilité avec des boîtes comme Uber, comme Lime, les trottinettes, les vélos, les scooters. Maintenant, sa mobilité, on n'a plus besoin de l'acheter, on la loue complètement. Et on veut porter ce as a service sur l'ensemble des produits dans le retail. Super. Pour moi, dans les exemples que j'aime bien, c'est aussi des plateformes qui méritent parfois d'être connues. Je pense à la marketplace Emmaüs, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un enjeu de mise en relation du réseau Emmaüs vis-à-vis d'une audience et d'un C2C, c'est-à-dire des particuliers en direct pour faire des offres. Ça, c'est aussi un sujet, je trouve c'est des projets qui sont assez simples, on est sur des assez faibles coûts de mise en œuvre, et donc c'est des small giants, c'est-à-dire c'est des sujets qui ont un impact social avec des coûts de mise en œuvre et d'opération qui sont très maîtrisés. Donc c'est aussi un sujet que je voulais faire passer comme message, c'est-à-dire l'économie circulaire en grand groupe, mais aussi petite structure et sur la partie locale, il y a des enjeux transformants qui peuvent être assez puissants. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'était Orgamix, qui est une plateforme de valorisation des déchets qui a été mise en place par Suez. Et donc ça, c'est un autre exemple, là, cette fois-ci, qui est dans un pur domaine B2B. Et ce qui est très vertueux dans cette démarche, pour faire court dans le changement de modèle économique pour un Suez, quand ils font des marchés publics de traitement des déchets, en fait, ils répondent avec tout un panel de sous-traitants possibles. Et là, depuis maintenant quelques années, il y a une plateforme qui a été mise à disposition par Suez, sur laquelle ils ne sont pas en achat-revente de prestations, mais ils laissent directement leurs clients négocier avec leurs prestataires sur la valorisation du méthane ou la valorisation de déchets. Et ça, c'est aussi un exemple de changement de posture qu'a un acteur dans un monde B2B et qui change fondamentalement le PNL qu'on évoquait tout à l'heure de façon très concrète. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 100 sur ce qui est fait et de reverser 70, ils reconnaissent 5-10% de la transaction. Donc des structures de revenus et de chiffre d'affaires avec des profils d'entreprise complètement différents. Donc ça, c'était des exemples pour donner à la fois en quoi ces économies circulaires et pour ma part le côté plateforme changent dans les modes de relation, à la fois en interentreprise, mais aussi dans des initiatives très locales sur lesquelles on peut avoir des projets quasiment citoyens ou individuels qui peuvent être lancés et qui ont un impact du coup associatif ou autour de soi de façon importante. Il y a un autre exemple qui est sympa. On a tous de l'électroménager à la maison, on a tous un jour sa machine qui pète, sa machine à laver, son lave-linge, son frigo qui déconne. Et le réflexe qu'on a, c'est de dire bon, allez, on va en acheter un nouveau, ça fait 10 ans qu'on l'a. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas grand-chose, il suffit de le réparer et vous pouvez le garder encore 10 ans supplémentaires. Il y a une boîte qui s'est créée justement pour pallier à ça, qui s'appelle Murphy, qui est intéressante. C'est une marketplace de mise en relation entre des réparateurs et des consommateurs comme vous, ou des propriétaires d'électroménagers. Et ils ont créé quelque chose par-dessus ça qui s'appelle la Murphy Academy. Et ça fait partie de ces externalités positives où ils vont former des centaines d'ouvriers, de réparateurs, de reconditionneurs. Donc c'est des nouveaux métiers, c'est des métiers qui n'existaient pas. On dit que le digital détruit pas mal de métiers, c'est vrai. Il faut le prendre en compte. Mais il y a des nouveaux métiers qui sont créés grâce justement à la RSE et à l'économie circulaire. Et la Murphy Academy donc, forme les réparateurs qui viendront chez vous demain réparer les produits et augmenter la durée de vie des produits. Donc c'est une marketplace qui est on peut l'appeler je pense une marketplace qui est assez sympa également. Merci pour le conseil. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Je dirais en un mot, qu'est-ce que vous diriez à des parties prenantes pour les convaincre de prendre ce virage ? Là, c'est peut-être aussi de façon un peu plus personnelle que vous allez parler, évidemment. Écoutez vos clients. Ils veulent y aller, donc allez-y. Mais écoutez-les, et ils ont beaucoup de choses à vous dire, et je pense que la RSE fait partie des choses qui aujourd'hui, ils ont derrière dans le creux de la tête. Et indirectement, ils vous remercieront de les avoir écoutés et d'avoir mis en place certaines choses.
n'ayez pas peur de faire des petites choses avant de faire des choses immenses. La somme de toutes ces petites choses fera des grandes choses. Donc il faut y aller. Il y a pas il y a plein de petites choses qui doivent être faites. Aujourd'hui, Danone, pour reprendre l'exemple, parce qu'ils ont été assez précurseurs sur le sujet, ils ont voulu se faire certifier B Corp il y a maintenant 10 ans ou 5 ans. Ouais, ils ont lancé le chantier il y a 5 ans. Et aujourd'hui, ils sont 30% B Corp. 30% de leur chiffre d'affaires a été certifié. Alors, la route est encore longue. Ils ont commencé par 1% jusqu'à arriver à 30%. Chloé s'est fait certifier hier. Ils ont annoncé avoir été certifiés B Corp. Donc, il y a plein de petites choses à mettre en place qui permettront un jour d'obtenir des certifications et de satisfaire vos consommateurs, parce que s'ils le font, Danone, c'est uniquement pour satisfaire le consommateur. Pour moi, le projet RSE, il faut déjà les prendre sous un angle humain. C'est au final toujours pareil, hein, on est en train de parler à son écosystème, en train de parler à ses audiences, en train de parler à ses clients. Et c'est le premier angle qu'il faut voir avec du coup cette nouvelle chaîne de valeur qui est adressable et sur lequel on a un enjeu à mieux travailler ensemble. C'est un des objectifs au final profonds du RSE, c'est de l'externalité que les entreprises doivent avoir sur leurs stakeholders au sens large, partie prenante. Et ça, au final, c'est de l'humain et c'est de la relation. Super, merci beaucoup. Merci Tanguy, merci Frédéric. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Merci à tous d'être venus.